Salut. Salut Seb. Je pense qu'on a qui essaye sur l'autre lien. J'ai essayé d'abord sur l'autre lien. Je voyais qu'il n'y avait personne. Quel autre lien? Bah, j'ai reçu 2 mails et il y en a un autre où il n'y a personne. Il y en a un, c'est pour... Ouais, il y en a un, c'est pour dans 2 semaines, non? C'est peut-être mon cerveau. Ouais. C'est ça. Juste envoyer le lien à tout le monde sur le groupe WhatsApp et comme ça, on peut commencer. Hop. Thibaut, l'écharpe plus ton fond d'écran, ça va pas ensemble. Un petit vent là, écoute. Oh, pardon. Ouais. C'est beau, en tout cas. Tac. Ok. Bon. On s'y met comme ça, on essaie de finir avant l'heure prévue. Hop. Ok. Bon, c'est pas le cours le plus marrant, hein. Je vous préviens tout de suite. Mais me laissez pas parler pendant 1 heure si vous avez, enfin même un peu moins d'1 heure, à mon avis, on va réussir à paquer ça un peu moins de temps. S'il y a des questions, des choses pas claires, interrompez-moi à tout moment. C'est enregistré, normalement. Donc il y aura un recording de ça. Je vous passe les slides aussi après. Les slides sont volontairement très verbeux pour... si vous n'avez pas envie de regarder le recording et tout ça, vous avez juste à lire les slides. D'habitude, je fais plutôt des slides imagés, mais là, ils sont verbeux comme ça, il y a toutes les infos dedans, et vous avez juste à relire, il y a toutes les infos. Ok, le cours, c'est accident, cause, symptômes, prévention, conduite à tenir. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que c'est écrit qu'il faut le faire. Donc, si je prends le manuel de formation d'apnée du niveau ACEL, 5.2, il y a écrit connaître les causes, les symptômes, la prévention et la conduite à tenir pour les accidents qui peuvent survenir dans le cadre des prérogatives. Et alors, ils ont été gentils, cette fois, ils m'ont mis les accidents. Alors, je les ai mis en blanc, vous ne les voyez pas pour le moment. L'apnéiste confirmée en eau libre n'a pas à connaître les mécanismes fins ni les traitements qui suivront. Ça, c'est généralement le cours qui vient juste après. Enfin, le cours expert, pardon, le niveau juste après. On va aller creuser un petit peu plus, un peu tout. Donc ce cours-là est un peu bâtard parce que si vous faites le niveau expert, il y a quand même une grande partie des slides qu'on va répéter, on va juste rajouter des petites choses en plus. Qu'est-ce que j'ai mis en blanc que vous ne voyez pas? C'est quoi les accidents qui peuvent survenir dans le cadre des prérogatives de la CEL? La mort. T'as dit quoi, pardon? Barotrauma? Ouais, barotrauma, en effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut nous arriver? Syncope. Dème pulmonaire. Ouais. Ouais. Ok, il m'en manque un. Pardon? Accident de décompression. On va pas assez profond pour que ça nous arrive, donc il est dans le cours expert. Moins grave que la syncope. À la PCM. Ouais, la samba, exactement. Donc ouais, barotrauma. Alors barotrauma, ça veut... On met tout dedans, hein. On met le plaquage de masque, on met l'oreille qui pète et tout ça. PCM syncope. OAP, alors il faudrait que le manuel n'a pas été mis à jour. Le nouveau nom obligatoire maintenant, c'est OPI, donc œdème pulmonaire d'immersion. Avant, c'était œdème alvéo-pulmonaire, mais le vrai terme, c'est OPI, mais dans le texte, c'est écrit OAP pour le moment. Ok, donc les accidents, on peut les classer par type. Il y a ce qu'on appelle les accidents barotraumatiques qui sont liés à la pression, les accidents biochimiques qui sont liés à la chimie de votre corps, et donc ça nous permettra de ressortir quelques règles qu'on a vues dans les cours de physique. Il y a les accidents biophysiques qui sont liés à la physique du milieu dans lequel on est. Et moi, j'ai rajouté l'otite parce que j'ai fait ce cours-là quand j'étais en Calédonie. J'ai fait les slides quand j'étais en Calédonie et j'étais en plein dans je m'étais chopé une grosse otite qui m'a bien duré bien longtemps et je me suis dit que ça valait le coup de partager mon expérience sur le sujet. En eau froide, c'est moins un truc qui nous arrive encore que. Je fais quand même gaffe. Alors attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Hop. On va. Tac.
Donc, on va les faire dans l'ordre. Donc, barotraumatique en relation avec la pression. Donc, la loi physique qui est liée à ça, c'est généralement Boyle-Marriott. Donc, le fait que quand on descend, il y a les gaz, et les gaz sont soumis à la pression. Et puis, nous, on a des gaz à l'intérieur du corps. Donc, les gaz sont soumis à la pression et ça fait des choses dans notre corps qu'il faut qu'on compense. Alors, on va dire le moins grave de tous, c'est les sinus. Si vous vous rappelez de la coupe en tranches, on a des sinus là dans le front, ici, là. Et on a des sinus ici maxillaires, juste à côté du nez. Et donc les sinus, c'est des cavités. Il y a des petits trous qui s'appellent les ostriums qui relient la cavité nasale au sinus. Les sinus, c'est, on pense, la théorie, c'est que c'est des trous pour que le crâne soit moins lourd. Et donc ça peut nous emmerder si le tout petit trou qu'il y a à l'entrée du sinus est inflammé et que l'air ne circule pas. Et comme c'est un os, il n'y a rien en fait qui se déforme et on a tout de suite très mal et c'est tout de suite très perçant. C'est très aigu la douleur des sinus. Et comme c'est osseux, ça irradie. C'est-à-dire que le sinus maxillaire, on a généralement mal aux dents. Et le sinus ici, on a généralement mal soit à la tête, voire même derrière sur le côté, voire même très loin derrière là-bas. Donc ça irradie les os. Donc, parfois on croit que, surtout sur les maxillaires, on croit qu'en fait il faut juste qu'on aille chez le dentiste, alors que c'est juste le sinus qui est bloqué. Donc ça vient quand on n'arrive pas, on peut rien y faire, hein, c'est un mouvement passif, mais c'est quand on n'arrive pas à équilibrer du coup la zone des sinus, la zone creuse des sinus avec la fosse nasale. Ça survient essentiellement à la descente. Douleur aiguë intense, c'est les symptômes. La conduite à tenir, c'est malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Je cherche encore, hein, mais il n'y a pas de recette magique. Faut juste arrêter la descente, remonter. S'il y a des saignements, il y a écrit dans les manuels qu'il faut arrêter l'activité. Généralement, moi, je ne vous embête pas trop avec ça. C'est à votre discrétion, on va dire. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus dur. Alors, attendez, il y a Léo qui va rentrer. Je vais rentrer, Léo. La prévention. Par contre, les trucs qui sont utiles, si vous êtes bien pris, c'est sûr que ça ne sert à rien de venir à la piscine. Vous pouvez venir tester, mais les chances de succès sont assez faibles. Se moucher, tout ce qu'on veut, en fait, c'est vider la fosse nasale, donc les rhinohorns et ce genre de choses. C'est généralement pas mal pour aider. Il y a des techniques de respiration de yoga qui sont apparemment faites pour libérer les sinus, mais je ne les connais pas assez bien et je n'ai pas de preuves comme quoi ça marche bien. Dans tous les cas, on évite de prendre des médocs liés à ça. En particulier des anti-inflammatoires ou ce genre de choses, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond. L'anti-inflammatoire, en fait, il va vous enlever il va réduire votre intolérance aux douleurs et tout, donc vous allez trouver que tout est facile. Mais malgré tout, en fait, vous allez quand même, vos zones sont quand même inflammées, ce genre de choses. Et du coup, quand l'anti-inflammatoire va finir de faire son boulot et que vous aurez mis beaucoup de charge sur les zones inflammées, en fait, ça va reprendre de plus belle, voire même encore plus fort. Hop. Ok, les sinus. Le plaquage de masque. Donc, on continue avec une autre zone aérienne qui est soumise à la pression. C'est la zone qui est entre la vitre de votre masque et vos yeux. Et donc, si on ne vient pas compenser le masque, en fait, le masque, ça peut se déformer. Il y a une jupe autour qui est assez souple, qui est faite en silicone. Sauf que elle a une limite de souplesse et il y a un moment en fait où le masque ne peut pas se déformer plus. Et dans ce cas-là, comme c'est le masque qui ne se déforme pas, c'est votre corps, lui, qui va se déformer. Et l'élément un peu mobile qu'il y a dans cet espace-là, c'est vos yeux. Donc, il va y avoir un effet ventouse, en particulier sur les veines, en fait, les conduits veineux qu'il y a dans les yeux, qui vont avoir tendance à péter s'il y a trop de pression. Donc, vous voyez une petite photo d'un plaquage de masque là sur le côté. Ça, c'est un bon gros plaquage de masque pour qu'il y ait une grosse zone rouge bien visible comme ça. On peut aussi avoir, c'est pas visible là-dessus, un petit bout sur le bas de l'œil, mais on peut aussi avoir un gros cocard. Ça peut venir faire exploser les vaisseaux qu'il y a sous l'œil aussi. Donc ça, c'est quand on descend, évidemment, ça se produit, le plaquage de masque. C'est quand la limite de déformation est atteinte et ça vient attaquer, le bord du nez et les yeux. Les symptômes, des petites hémorragies nasales et ou oculaires, comme on a sur l'image là. Saignement de nez, moi, j'ai jamais vu de saignement de nez lié au plaquage de masque, mais sait-on jamais. Conduite à tenir, généralement, c'est le bon moment pour s'arrêter. Quand on commence à avoir les yeux explosés avec du sang dedans et des gros cocards,
Consultez un médecin si au bout de 3-4 jours, ça n'a pas réduit du tout. Comment est-ce qu'on prévient ça? On compense le masque, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, on oublie, surtout si on fait de la gueuse, par exemple. Il se peut très bien qu'on est tellement concentré sur le frein, la compensation et machin, et on se pince le nez pendant toute la descente, et du coup, on oublie en fait de lâcher l'air, et puis on se rend compte qu'on est à 20 mètres et on a le masque écrasé. On peut aussi pré-compenser le masque à la descente, et donc compenser le masque, ça veut juste dire sur la fin de sa compensation, laisser un petit peu les doigts ouverts pour que l'excès qu'il y a dans la cavité nasale en fait pénètre dans le masque. Un masque, les plus petits font 100 cm3. Donc 100 cm3, ça fait un cube de 10 par 10 par 1 cm. Donc c'est pas beaucoup d'espace. C'est pas beaucoup de volume. Et la jupe, elle se comprime un petit peu, mais pas tant que ça. Donc même déjà à 10 mètres, on peut déjà bien commencer à se faire mal si on ne compense pas du tout le masque. Évidemment, on ne fait pas d'apnée avec des lunettes de piscine si on n'a pas mis de l'eau dedans, ou si ce n'est pas des lunettes qui sont faites pour aller en profondeur. Il y a des lunettes un peu spéciales qui se gonflent avec de l'eau dans le tube, mais si c'est juste des lunettes de piscine normales, on ne descend pas avec, en particulier après 6, 7, 8 mètres. Quoi. Ok, bon, tout ça, c'est les petits trucs, en gros, c'est pas très grave, ça. Les sinus, plaquage de masque, on a l'air idiot, mais rien de très irréversible. On attaque peut-être un des trucs les plus classiques et pour le coup qui peut être un petit peu embêtant, c'est l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, encore une fois, c'est, si on se souvient du cours de la dernière fois, il y a un espace derrière le tympan, donc au fond de votre oreille de pavillon là, il y a un tympan. Le tympan, c'est hermétique, c'est une membrane pseudo-transparente, ou un tympan là-haut, enfin un tympan sain là-haut. Et de l'autre côté, il y a un espace aérien dans lequel vont passer les ondes, les ondes qui viennent de l'extérieur, la vibration du tympan, et qui va transmettre après au système de l'audition. Donc cette zone aérienne-là, c'est pour ça qu'on fait de la compensation, ça sert à faire remonter de l'air à travers les trompes de Stache pour que cet espace soit toujours à la même pression qu'à l'extérieur. Donc, un barotraumatisme de l'oreille moyenne, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de pression entre l'oreille moyenne et le milieu ambiant. Là aussi, ça vient surtout à la descente. Ça peut arriver un peu à la remontée, mais c'est surtout à la descente. Et ça se traduit par une douleur d'intensité croissante, qui est croissante avec la pression. Donc plus on descend, et si on ne compense pas, plus on a mal. Donc le tympan, ça se bouge. C'est ça qui génère la douleur, en fait, c'est que le tympan, il est plat, mais avec la différence de pression, il va commencer à rentrer de plus en plus. Donc il est un petit peu souple, mais bon, il n'est pas non plus trop fait pour bouger. Et si on va trop loin, on peut aller jusqu'à un trou dans le tympan, la rupture du tympan. Et là, s'il y a un trou dans le tympan, ça veut dire qu'il y a l'eau qui rentre, ça veut dire qu'il y a du sang qui peut sortir. Enfin, on court plein de trucs et pour le coup, la déchirure du tympan, c'est un peu le truc embêtant. Vous avez des images qui vous montrent un petit peu les... Je suis désolé, c'est pas très ragoûtant. Les styles de barotraumatisme, donc, enfin, les niveaux de barotraumatisme qu'on peut avoir. Donc là, on a un tympan sain. Si on regardait avec un otoscope dans une oreille de n'importe qui, une oreille propre, on verrait le tympan. Donc le tympan, c'est vraiment la membrane. Vous voyez la souris, ouais? Oui. Ouais, ok. C'est vraiment la membrane qu'on voit au fond et le reste à côté, c'est le pavillon externe. Donc on voit que c'est un peu pseudo-transparent. On devine qu'il y a des trucs de l'autre côté. Et ça, c'est un tympan sain parce qu'il n'y a pas d'inflammation sur la peau autour et le tympan est relativement clair. Là, on arrive sur un petit barotrauma. Donc les petits barotraumas, c'est quand on a les oreilles qui crépitent parce qu'on a trop usé son oreille, on a loupé une compense à un moment. Ça fait ça vous est peut-être déjà arrivé sur des barotraumas. Enfin sur des compensations un peu loupées ou sur des séances un peu longues. On voit que là, du coup, il y a de l'inflammation de la peau qui est autour, ça commence à être bien rouge, voire même un peu violet de chaque côté, et on voit que le tympan est beaucoup moins clair. On peut aller jusqu'à une inflammation où il y a même on voit des espèces de bulles qui passent derrière. Là, on est déjà bien engagé dans quelque chose de pas très cool. Et puis là, on voit pas une rupture de tympan, mais je pense qu'il est juste bleu d'échymose. Et là, on voit un trou dans le tympan, et donc là, tout est rouge, il y a du sang partout. Et là, ça veut dire qu'il y a un passage pour de l'eau qui est possible. Donc, quand on arrive là, c'est vraiment qu'on s'est loupé, quoi. Quoique Mélissandre, elle a fait une rupture de tympan à 10 mètres, je crois, en rattrapant une coquille. Donc, ça peut aller. Tout ça pour vous dire que ça peut aller très vite. On loupe la compense, on insiste, on fait pas gaffe, boum, quoi.
Donc la conduite à tenir, donc pardon, les symptômes, oui, on en a déjà parlé. Conduite à tenir, on s'arrête, quoi, on descend. Si la compense, elle passe pas, on s'arrête. On peut remonter même un petit peu pour voir si on peut pas arriver à la faire passer. Signaler si vous commencez à avoir des douleurs ou des choses un petit peu bizarres. Ouais, arrêt d'activité si la douleur est persistante et si vous sentez que chaque fois que vous descendez, en fait, ça vous fait mal ou que vous êtes en train d'empirer votre cas. Consultez un médecin si après 2-3 jours, vous sentez un voile, un voile d'audition. Le voile d'audition, c'est généralement qu'il y a des petites bulles qui sont passées. Et donc, les médecins peuvent regarder ou si vous avez un otoscope à la maison et que vous savez comment vous en servir, ce qui est très pratique à avoir d'ailleurs quand on fait de l'apnée. Vous pouvez checker votre oreille, vérifier dans quel état c'est. Généralement, c'est juste du repos qu'il faut. Enfin, s'il y a une rupture de tympan, il y a potentiellement une opération ou laisser le tympan cicatriser. Mais si on a un barotrauma, un peu de Doliprane et se laisser tranquille pendant 3, 4, 5 semaines, c'est généralement le mieux. Comment est-ce qu'on évite de tomber là-dedans? Bien maîtriser sa compensation. Il vaut mieux compenser plein de petites fois qu'une très grosse fois tous les 10 mètres, par exemple. Pour aller à 10 mètres, on compense 6, 7, 8 fois. On n'oublie pas de compenser avant de partir, ce qu'on appelle la pré-compensation. Et évidemment, toujours pareil, pas de mise à l'eau si on a un rhume, si on est pris, pas d'anti-inflammatoire, se moucher régulièrement, nettoyer si vous êtes pris. Et on ne compense pas à la remontée. C'est des choses que j'ai déjà vu faire parce que les gens ont des gènes ou quoi que ce soit dans leurs oreilles, parce que la compensation s'est pas passée bien à la descente et donc du coup ils ont des espèces de restes. La compensation, si on vient pousser en plus que l'air est en train de se dilater, on peut venir aussi se péter les tympans ou faire un barotraumatisme, mais dans l'autre sens, au lieu d'avoir le tympan qui s'enfonce parce que l'air perd du volume, il va se repousser dans l'autre sens parce qu'il y a de la reprise de volume à l'intérieur et qu'en plus on est en train de remettre de l'air. On est OK avec ça? OK. Oreille moyenne. Toujours lié à l'oreille, ce qu'on appelle le vertige alternobarique. C'est un mot un peu compliqué pour juste dire que si vos oreilles passent pas en même temps, voire même il y en a une qui passe pas du tout et il y en a une qui passe et vous continuez de descendre, il va y avoir une différence de pression entre vos oreilles moyennes. Et l'oreille moyenne, c'est aussi le centre de l'équilibre. C'est ce qui nous permet d'avoir la proprioception, de savoir dans quel sens on se trouve. Quand on est sur Terre, si on a la tête en bas ou la tête en haut, on peut fermer les yeux et on sait très bien où est-ce qu'on est. Mais si on a une différence de pression entre les deux oreilles, c'est plus le cas. On peut plus savoir. Donc, les symptômes, c'est généralement, on descend, une oreille qui passe pas, et on se retrouve en fait à avoir le tournis. Il y a tout qui tourne autour de vous, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Et donc, ça peut être un peu angoissant pour certaines personnes. Et c'est vrai que la ligne, si on ne sait plus où est le haut et où est le bas, en fait, potentiellement, ça peut être un petit peu dangereux. Moi, j'ai déjà vu des gens à 20 mètres avoir un vertige et pas savoir dans quel sens il faut qu'ils aillent. Et c'est un peu flippant, quoi. Le bon réflexe, c'est de souffler une bulle, d'ailleurs, à 20 mètres, voir dans quel sens elle part, et puis la suivante. Donc ça n'arrive pas si souvent, mais je préfère prévenir. Moi, ça m'est arrivé une fois en 15 ans de pratique. Mais ouais, quand ça arrive, clairement, c'est un peu pénible. Donc, conduite à tenir, ouais, s'arrêter évidemment si on est en train de descendre, signaler, ralentir. Là, il y a écrit Toynbee. Donc, Toynbee, c'est une manœuvre qui consiste à avaler sa salive en se bouchant le nez. Donc, on vient faire une dépression dans la cavité dans la cavité buccale et la cavité nasale, et ça sert à essayer de remettre les tympans à leur place. Et si ça continue, si ça passe pas tout de suite, généralement c'est juste une descente, on a ça, on remonte et puis on se laisse 5 minutes et puis on est tranquille. Mais si ça reste, la conduite à tenir, c'est la même que l'oreille interne, aller voir un docteur, etc., etc. Donc la prévention, pareil, on fait attention à la compensation, on s'arrête dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Éviter les figures acrobatiques aussi. Le fait de bouger beaucoup, de changer beaucoup d'orientation, peut aussi créer le risque que les oreilles ne passent pas en même temps et générer ces vertiges-là. Ça n'arrive pas très souvent, mais on le met quand même, histoire de. OK. Donc ça, c'était pour toute la partie haute du corps, on va dire, donc les sinus, l'oreille moyenne, le masque. Là, on descend du coup sur un autre endroit où il y a de l'air. Alors,
Je dis pas que c'est pas grave de se péter un tympan, mais bon, globalement, on n'en meurt pas, quoi. Là, on va attaquer du coup à la fois l'OPI, donc l'œdème pulmonaire d'immersion et la surpression pulmonaire. Là, on va attaquer deux trucs qui sont probablement les pires choses qui peuvent nous arriver en termes de séquelles et d'accidents. Bon, alors la suppression pulmonaire, elle est assez facile à éviter. Il faut juste pas respirer de l'air d'un détendeur, d'un plongeur au fond. Donc bon, on va en reparler. Et l'OPI, après, faut être un petit peu attentif à ce qu'on fait quand on descend. Donc la suppression pulmonaire, ça veut dire que on a plus d'air, ou en tout cas plus de pression d'air que notre poumon peut supporter. Et donc, comme il y a trop d'air dedans, la pression de l'air dans les poumons est trop importante et ça vient déchirer la paroi alvéolaire. Donc, on se souvient, dans les poumons, ça descend et la trachée, ça se sépare en deux, et puis en quatre, en huit, bref, jusqu'à ça soit ça, jusqu'à atterrir sur les alvéoles. Les alvéoles, c'est une espèce de gant de surface qu'on peut étaler sur un terrain de tennis. Alors, un terrain de tennis simple, comme fait remarquer Alexandre, c'était une précision importante. Si on a une suppression pulmonaire, on est en train de déchirer ce tissu-là. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'air qui va venir entrer dans le système sanguin. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, ça arrive quand on va respirer de l'air comprimé. Si on est à 10 mètres et qu'il y a un plongeur qui vous offre un détendeur, son air à lui, c'est pas de l'air qui est à la même pression que vous. Et si vous le respirez, vos poumons qui sont à 10 mètres, qui sont à moitié de leur volume, si vous respirez cet air-là, vos poumons ils vont se retrouver immédiatement à leur volume originel et ils sont pas faits pour ils sont pas faits pour grossir aussi vite. Et là, du coup, vous faites des lésions partout. Donc ouais, passage d'air sous forme de bulle, ce qu'on appelle une aéroembolie, une embolie pulmonaire dans les vaisseaux sanguins et ça se répand dans le corps et de l'air dans le corps. En fait, le corps, il est pas fait pour marcher avec de l'air dedans, il est fait pour marcher avec des molécules d'oxygène, mais pas avec des bulles d'air. Donc les bulles d'air, il va les attaquer. Et il va faire des espèces de caillots et les caillots peuvent venir bloquer la circulation et risque mortel. Ouais, Thibaut. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque pour les apnéistes de respirer dans un détendeur sous l'eau, mais pas pour les scaphandriers, pas pour les Ouais, bouteilles? c'est une bonne question. Donc toi, tu prends ton air à la surface et tu descends avec cet air-là jusqu'à 10 mètres. Un plongeur, il prend de l'air à la surface, mais il descend à 1 mètre et puis il va prendre de l'air dans son détendeur. Le détendeur, en fait, on dit détendeur parce que ça va venir détendre la pression de l'air et ça va le mettre à la pression ambiante à laquelle le plongeur se trouve. Donc lui, il vient respirer de l'air comprimé à la pression à laquelle il se trouve. Donc il va respirer de l'air à 1 mètre, il va respirer de l'air à 2 mètres, il va respirer de l'air à 3 mètres, et à chaque fois, cet air-là a un volume différent, et ses poumons, à lui, vont toujours garder un volume constant, qui est le volume qu'il a à la surface. Ce qui veut dire que plongeur bouteille, lui, on a plein de règles pour lui, comme tu n'as pas le droit de descendre à 10 mètres sans respirer dans ton détendeur, et puis prendre une grande inspiration, ultra dangereux. Et l'inverse est vrai aussi. Tu n'as pas le droit d'être à 10 mètres, de retenir ta respiration et de remonter à zéro, parce que tes poumons, ils vont se dilater de deux fois le volume et tu vas avoir une embolie pulmonaire. Donc, lui, il a un détendeur dans la bouche et il ne coupe jamais sa ventilation. Donc, il a toujours une pression constante dans ses... Enfin, non, il n'a pas une pression constante, mais il a toujours la pression de la profondeur à laquelle il se trouve dans ses poumons et son volume de poumons est toujours le même. Lui, à 50 mètres, il n'a pas des oranges à la place des poumons, il a des poumons. C'est ça la différence entre les apnéistes et eux. Ok, c'est très clair. Merci. Hop, ouais, Léo. T'as ton micro qui est off. Vas-y. Hello. Du coup, Yo. le risque, il vient vraiment de. En fait, c'est dès que tu vas inspirer dans le détendeur, la différence de pression actuelle dans tes poumons et ce que va envoyer ton détendeur, c'est ça qui va créer le risque. C'est pas la quantité d'air que tu vas inspirer du détendeur. C'est la pression de l'air, donc en soi, c'est la quantité. Enfin, Ouais. Mais du coup, c'est la c'est la différence de pression, c'est le choc Ouais. des. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est vrai aussi pour un OAP, l'OAP, la surpression pulmonaire, le problème, c'est la différence de pression entre le milieu aérien et le milieu sanguin, en fait. Tu vas créer un trop grand espace en trop peu de temps et ça va occasionner un passage qui est indésirable. Mais oui, c'est la pression le problème. Parce que du Si coup, tu veux aussi- même si tu prends du coup un micro-sip entre guillemets dans le détendeur, tu peux quand même avoir des risques. Ouais, parce qu'en fait, t'imagines que t'as tes poumons. Déjà, à 10 mètres, t'as déjà la moitié de tes poumons, Mm. quoi. Enfin, moi, je trouve ça fantastique de me dire que déjà à 10 mètres, on a déjà plus que la moitié. C'est ouf quand même. Tu te dis, ton corps est quand même vachement adaptable.
passe la moitié, vraiment, c'est vraiment ouf, quoi. Mm. Donc, un microcyp, même tu sais, un microcyp, une petite ventilation, c'est, allez, on va dire 300 millilitres d'air. À 10 mètres, ça fait déjà 600 millilitres pour toi, pour ton volume, Ouais, quoi. ça se dose pas vraiment, quoi. Ok. Ouais, enfin, moi, dans le doute, j'aurais envie de vous dire, ne prenez jamais un détendeur, même si vous êtes sur le point de syncoper, préférez la syncope à respirer l'air d'un détendeur, quoi. Et Ok. quand Audrey, il y a une descente où elle est une plongeuse, malheureusement, se retrouve coincée au fond, elle est remontée par un plongeur bouteille. Jamais de la vie, à aucun moment, il ne lui met un détendeur en bouche. Il la remonte, il la bloque, mais jamais il lui met un détendeur en bouche parce que c'est signer son arrêt de mort que de lui mettre un détendeur en bouche. Ok, merci. Quentin. Nicolas, oui, ce que je comprends pas bien, c'est que tu disais qu'il y a une différence de pression, mais pourtant nos poumons. Non, il n'y a pas une différence de pression, c'est vraiment le volume en fait qui pose un... Enfin, oui, c'est vraiment le volume qui pose un problème. C'est que tu vas te retrouver avec tes poumons qui vont faire ouf. Oui, c'est ça, c'est que si on remonte sans avoir recraché de l'air, nos Non. poumons vont prendre plus de volume. Non, même au fond, juste le fait d'avoir respiré, tu fais une lésion en bas en fait. C'est même pas une question de remonter. D'accord. C'est juste déjà, tes poumons vont reprendre leur espace en peu de temps et le corps n'a pas le temps de s'adapter à ce changement-là, quoi. Ah oui, d'accord, oui, c'est la La variation violence. du volume brusque, en fait, c'est ça. Ouais, c'est- exactement. Ouais, donc surpression, ouais, c'est les symptômes, ouais, les symptômes, c'est pas marrant, hein. Ça va dépendre évidemment de comment vous êtes atteint. Ça part de l'état de choc parce que du coup, il y a une variation importante sur votre condition la condition de votre corps jusqu'à l'atteinte pulmonaire, donc en l'occurrence tout, crachat sanglant, voire roc, voire des signes d'atteinte neurologique. Alors là, c'est parce que du coup, il y a des bulles d'air qui sont glissées dans votre système nerveux. Donc trouble de la parole, maux de tête, vomissements, paralysie, enfin bref, la totale, quoi. Conduite à tenir, là c'est, on appelle le 112 ou le 16 si on est en mer. Si on est conscient, position semi-assise avec les jambes relevées. Faudrait que je réfléchisse à pourquoi j'ai mis ça. Et en tout cas, mettre sous oxygène. C'est oxygène pur, le plus important, pour essayer de faire en sorte que les bulles qu'on a à l'intérieur du corps en fait se résorbent le plus rapidement possible. Et bon, ben voilà, j'espère que c'était assez clair. La prévention, comment est-ce qu'on fait pour ne jamais se retrouver dans cette situation-là? Ne jamais accepter l'air d'un plongeur. Et une variante, c'est que si vous trouvez une grotte à 20 mètres, une grotte aérienne, alors il y a ça par exemple à Nemo, il y a une grotte à 15 mètres, donc il y a un espace aérien dans lequel on peut aller. Donc on peut y aller quand on est plongeur bouteille, on peut enlever son détendeur et c'est super, on peut respirer l'air parce qu'il est à la pression à laquelle est la cage d'air. Et donc pour le plongeur, ça risque rien, mais évidemment pour nous, c'est comme respirer de l'air d'un détendeur, donc ne pas s'arrêter dans une grotte sous-marine en profondeur. Si elle a une circulation avec le milieu atmosphère, le milieu à un bar, ça pose pas de problème. Mais si elle est complètement isolée, hors de question de respirer là-dedans. Ok, donc ça c'est les trucs pas cool. Et puis le deuxième truc pas cool, sur lequel on va insister un peu plus, parce que ça, bon, globalement, maintenant que vous avez compris qu'il ne faut jamais accepter d'aller d'un plongeur, j'imagine que ça ne vaudra pas. Mais l'OPI, c'est, entre guillemets, un poil plus courant. Donc, l'OPI, enfin, ça aussi, finalement, quand on y réfléchit, c'est aussi un OPI. Hein. C'est aussi un œdème pulmonaire, c'est qu'il y a une différence de pression entre d'un côté de la barrière et de l'autre côté de la barrière, et donc ça fait un passage dans un sens. L'OPI, c'est que le passage, c'est plutôt qu'il y a de l'air qui rentre dans le corps, là, c'est du sang qui rentre dans les poumons, donc qui rentre dans un milieu aérien. Donc, l'œdème, c'est un passage de fluide, du sang ou du plasma, puisque le sang, c'est aussi du plasma, qui va des capillaires. Donc, les capillaires, c'est les veines qu'on a dans les poumons et qui viennent faire les échanges gazeux. C'est là. Le réseau, tout le réseau de petites veines qui sont ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les capillaires. Et donc, on a du sang et du plasma à l'intérieur qui vient se charger en oxygène au contact des alvéoles. Et donc là, on a une situation où on a un passage de fluide, donc on a du sang qui passe des capillaires vers les poumons, parce qu'il y a une différence de pression qui est trop importante entre les deux milieux. Donc vous vous souvenez, la loi de Dalton, ça dit que s'il y a deux milieux qui ne sont pas équilibrés en termes de pression, automatiquement ça va venir s'équilibrer. Donc là, il y a trop de pression d'un côté et moins de l'autre, et donc naturellement, en fait, il y a du sang qui va venir passer. Donc qu'est-ce qui peut... Donc,
ça peut venir de deux côtés, en fait. La différence de pression, c'est soit on augmente la pression dans les veines, ici, soit on diminue la pression dans les poumons, ou soit les deux en même temps. Donc, qu'est-ce qui peut augmenter la pression dans les veines? Le froid, le stress, je ne l'ai pas mis, mais la déshydratation aussi. Ce qu'on appelle le blood shift. Le blood shift, c'est quand on descend, il y a le sang va venir converger vers le cœur et vers le cerveau. Donc, on a un afflux de sang massif. Donc, on a nécessairement les capillaires qui vont se charger en sang parce qu'il y a il y a du sang qui part des doigts, il y a du sang qui part des pieds et il vient se concentrer sur le torse. Et donc, il faut bien l'accueillir quelque part, ce sang-là. Donc, les capillaires gonflent. Ils ont un peu de flexibilité. Donc, ils gonflent parce qu'il y a plus de sang à l'intérieur. Mais il se peut très bien qu'à un moment, il y ait trop de sang, plus de sang qu'il y a de pression dans les poumons de l'autre côté et que le sang, en fait, traverse la barrière. Donc ça, c'est une des possibilités. On peut aussi avoir une baisse de la pression alvéolaire, donc la pression d'immersion, si on descend en dessous de son volume résiduel. Je vous en ai parlé lors du dernier cours. Les poumons peuvent se comprimer jusqu'à atteindre un volume qui est le volume résiduel, généralement entre 30 et 40 mètres. Et si on descend au-dessus de ça et qu'on vient étirer ses poumons, ce genre de choses, on va venir créer en fait une dépression dans les alvéoles. Et là aussi, il y a du sang qui peut rentrer. Si on a déjà fait un OAP ou un OPI, il faudrait que je change mes slides, ils ne sont pas à jour. Un OPI avant, on a malheureusement des séquelles sur les poumons. Une compensation loupée, genre un Valsalva à 30 mètres, ça ne pardonne pas. Des contractions sur la descente, pareil, ça va pas trop pardonner parce qu'on va venir mettre un coup de pression sur les poumons et on a déjà nos poumons qui sont déjà bien comprimés. Si on fait la carpe à la surface et qu'on met trop d'air à l'intérieur des poumons. Et en plus de tout ça, il y a ce qu'on appelle des facteurs aggravants, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à ça. L'entraînement et la souplesse fait évidemment partie de l'équation. L'âge qu'on peut avoir, si on fait des gestes trop étendus en profondeur, la fréquence cardiaque, le stress, j'ai dit la souplesse, le manque de progressivité. Si on descend direct, on n'est pas descendu à 30 mètres depuis longtemps et on fait direct 30 mètres à la première descente, le corps n'a pas le temps de s'habituer à ça. Si on a le sang qui n'est pas dans son état normal, en particulier si on prend de l'aspirine, ça a tendance à rendre le sang plus fluide. Et donc, du coup, il peut être plus amené à traverser les barrières. Et en effet, si on a déjà une fragilité pulmonaire initiale. Donc, si on a déjà fait un OAP. Hop. Donc, ce qui est un peu traître avec l'OPI, c'est que il n'y a pas de terminaison nerveuse dans les poumons. Donc, quand on est au fond, en fait, on ne le sait pas qu'on a ça. Et c'est généralement quand on remonte à la surface qu'il y a tout un tas de choses qui nous arrivent, donc pas de la douleur, mais il y a des symptômes physiques qui se manifestent. On a ce qu'on appelle de l'hémoptysie, c'est-à-dire qu'on a du sang qui passe dans la salive. Donc, si on crache dans la main, j'ai une photo quelque part. Ah oui, si on crache dans la main, on se retrouve avec de la salive qui contient du sang, c'est parce qu'on est en train de faire remonter des poumons. Le sang est évacué des poumons et donc il remonte dans la salive. Donc, rosé ou sanguin, enfin, ou franchement couleur sanguine, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui est passé dans les poumons. On a aussi le goût du métal dans la bouche. Je ne sais pas si vous êtes déjà coupé la langue ou la lèvre, etc. On a ce goût-là, le goût du sang, mais dans la bouche, c'est censé être coupé. Gêne respiratoire, parce que il y a évidemment du sang qui vient de passer dans les poumons, donc il va y avoir un problème avec les échanges gazeux. Donc on a généralement des raclements de gorge, quelque chose comme ça, ça vibre au fond de la gorge. On est très fatigué, puisqu'évidemment, en fait, il y a moins d'échanges gazeux qui se font avec nos poumons. Donc, on a moins d'oxygène qui transvase dans le corps. On se retrouve désaturé en oxygène. Donc, désaturation, évidemment. Donc, on peut mettre généralement un oxymètre de pouls. Quand il y a une suspicion d'OPI, on vient mettre l'oxymètre pour vérifier c'est quoi la saturation du sang en oxygène. Et s'il y a une baisse, il faut commencer à faire la conduite à tenir. Et augmentation de la fréquence cardiaque, puisque à un moment, le cœur, comme les échanges gazeux se font moins bien, moins efficacement, le cœur va venir compenser et va venir augmenter en fait la vitesse pour qu'il y ait plus de battements, plus d'échanges gazeux, pour venir fixer plus d'oxygène au sang. Conduite à tenir, là, c'est sorti de l'eau tout de suite. Hein. On ne déconne pas avec ça, donc on sort de l'eau, on arrête tout, on évite de tousser. On vient donc mettre un oxymètre de pouls et tout de suite sous oxygène, puisque c'est là ce qui va nous manquer en fait. Donc on va venir respirer de l'oxygène pur
pour que tous les échanges gazeux se fassent avec de l'oxygène et se mettent dans la meilleure des situations. On peut facilement perdre avec un OPI assez rapidement. Juste après l'OPI, on peut facilement perdre jusqu'à 20%, même sur un petit OPI, 20% de la saturation. Donc ça va très très vite. Comment est-ce qu'on évite ça? Bon, la règle, c'est si vous vous écoutez, normalement, si vous êtes très attentif à vos sensations et que dès qu'il y a un truc un peu bizarre, vous vous arrêtez, c'est suffisant. L'OPI, il n'arrive pas comme ça. Il vient avec un ensemble de facteurs. C'est on a trop forcé, on a trop insisté, on a loupé une compense, et puis on a continué à descendre. C'est rarement, ça vient jamais, enfin, ça vient rarement avec juste j'ai loupé un seul truc. C'est comme généralement tous les accidents, c'est une espèce de accumulation d'erreurs qui sont faites. Et si le constat, c'est que si on s'était écouté, si on s'était dit ah ouais, ça fait chier, mais bon, ok, j'arrête, la plupart du temps, ça ne nous arriverait pas. Donc, essayez de faire hyper attention à ça, de s'écouter, et puis il y aura toujours une apnée d'après, donc vous pourrez réessayer ce que vous étiez en train de faire à l'apnée d'après. On fait attention avec sa progression, surtout la progression en profondeur. On ne va pas tout de suite à 40, on ne va pas tout de suite à 50, ça passe par tout un processus d'accumulation des descentes, d'accoutumation à la profondeur, etc. etc. Faire attention à la compensation, lâcher un Valsalva, comme je vous ai dit, à 30 mètres, ça peut être un peu compliqué. Faire attention au demi-tour. Si on vient faire une grande extension à 40 mètres, on vient venir tirer sur ses poumons. Combi adapté pour le froid, parce que le froid aussi, ça vient rajouter une espèce de rigidité thoracique sur les muscles, et la cage thoracique va moins bien se déformer. On ne descend pas poumon vide, classique. Et risque mortel, hein, les OPI, on a déjà eu un mort en compétition à cause d'un OPI, donc ça veut dire un mort en compétition, ça veut dire noyé dans son sang, quoi, littéralement. C'est qu'il est remonté, il est conscient, il fait son signe OK, et puis au moment de respirer, en fait, il n'y a pas d'échange qui se fait parce qu'il y a du sang plein les poumons et il n'y a plus assez d'oxygène qui transvase. L'OPI, ça fait partie de ces accidents où quand on en a un, il y a tout un processus qui se met en place de convalescence. Ça veut généralement dire qu'on est hors de l'eau pendant les 3 prochains mois. Donc on essaie de faire un peu gaffe à ça. Le temps que les alvéoles et que les poumons se remettent dans un état. Alors, ils ne seront jamais dans leur état à 100%. C'est important de préciser que les alvéoles, une fois qu'elles ont été touchées par un OPI, elles ne seront plus jamais fonctionnelles. Votre certificat médical est invalidé aussi, donc il faudra aller voir le docteur après votre période de convalescence. Et les stats qu'on a, c'est que pour les gens qui descendent à 15 mètres ou plus, on a un apnéiste sur 20 qui est touché, et ça, c'est juste les chiffres déclarés. Fort est à croire qu'on peut multiplier ce chiffre par 3, probablement. Je crois que Mathieu en a déjà... Je sais pas, il n'est pas là, Mathieu. Mais je crois que Mathieu en a déjà fait un. Moi, j'en ai déjà fait un. Julien, qui était un autre encadrant du club, en a déjà fait un. Et puis je connais plein de gens autour de moi qui font de la profondeur et qui ont déjà fait face à ça. Ouais. 2 questions. Est-ce que l'OPI, c'est le line squeeze en anglais? Ouais, c'est exactement ça. Absolument. Et est-ce que tu peux nous parler de ton OPI, toi? Ouais. Tiens, regardez, même une petite photo. Hop. Moi, c'était dans la carrière de Fougères. J'avais besoin de passer ma descente pour le monitorat. Donc, c'était une descente à 25 mètres. Il y a eu j'ai eu peu de temps de préparation. J'ai pu faire 2 descentes. J'ai fait une descente à 10 et à 12. L'eau était à 15 mètres, l'eau était à 9 degrés. Et la combi, elle fumait quand on remontait généralement, tellement le froid, en fait, la différence de froid entre le fond et la surface était importante. On avait les combis qui fumaient à la surface quand on remontait. Et donc, j'ai fait 2 descentes à 12 mètres, on va dire. On a mangé, on s'est remis à l'eau, et là, on m'a dit, allez, c'est parti, tu fais tes 25. Et donc, c'était 1 an de préparation, j'avais tout passé, toutes mes épreuves et tout, et en gros, il fallait juste que je fasse mes 25 mètres. Et 0 entraînement, 0 préparation, quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai pas dit non, j'ai dit j'y vais. Donc, il y avait le stress, le froid, pas de progressivité. Je suis descendu, je me sentais pas bien, mais à 16-17, j'ai commencé à sentir que ça allait pas, que j'avais pas envie de la faire, cette descente-là, et que je me sentais pas bien, mais j'y suis allé quand même. Et je suis remonté, et puis bingo, quoi.
Sachant qu'on était 4 candidats au MEF1 cette année-là, et il y a eu 4 pays ce jour-là. Tous les 4. Carton plein. Donc ça, c'est une IRM de poumon. Donc, entre guillemets, c'est un petit, voire moyen. C'est 24 heures après la plongée, ça. Et donc, on voit que les espèces de taches grises, les petits nuages gris qu'il y a ici, ça, c'est du liquide. Alors, il faut le savoir. Il faut avoir les deux photos, en fait, en comparaison. Mais je sais pas, vous voyez les petits nuages ici, là. Ça, c'est qu'il y a du sang, en fait, dans les alvéoles. Et on est 24 heures après, donc probablement, donc le corps se résorbe très vite là-dessus, parce que c'est un corps étranger dans les poumons, donc il se débrouille pour virer ça très vite. Donc, il faut sûrement se dire que la veille, juste après, il y en avait sûrement 2 fois ou 3 fois plus que ça. Et ça, c'est le jour d'après. Donc, ça, c'est 24 heures après, et ça, c'est 48 heures après. Et 48 heures après, mes poumons n'ont plus de sang à l'intérieur. Les alvéoles sont toujours, enfin, il y a sûrement encore la coupure et des séquelles, mais le corps se résorbe très vite et ça disparaît assez rapidement. C'est dur de savoir ce que j'ai perdu pour de vrai en termes de capacité pulmonaire ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'était au mois de mai, donc mai, juin, juillet, hors de l'eau. Puis ça fait chier quoi, mai, juin, juillet, hors de l'eau. Et donc ça s'est manifesté, je suis remonté à la surface, la gorge qui racle, et puis le goût de sang dans la bouche, et puis la totale quoi. C'était très mal géré à l'époque, on n'avait pas encore tous les cours sur les OPI, donc personne ne m'a mis sous oxygène, on m'a fait sortir de l'eau, on m'a même pas dit ce que j'avais, on m'a dit c'est fini pour toi. J'ai pris ma voiture, chose qu'il faut pas faire, hein, parce que potentiellement on est sous-oxygéné et ça peut aller plus loin que ça, on pourrait tomber dans les pommes à cause du manque d'oxygène. Donc ouais, très très mal géré à l'époque, et puis les gens, ils ont... Enfin, moi j'aurais dit déjà au bout du premier, on essaie d'analyser un peu ce qui s'est passé, mais non, il y en a eu 4, enfin il y en a eu 3 qui sont plongés derrière moi après, et les 3 ont fait exactement la même chose. Donc pas cool. Donc froid, stress, mauvaise progression, j'ai pas écouté, tu vois, c'est vraiment l'accumulation des trucs, quoi. Hop, ok. Donc ça, c'était pour tous les barotraumas. Est-ce qu'on est ok avec les barotraumas? Eh ben super. Je suis désolé, je ne fais que vous rejoindre, mais je crois que c'était au prénommé. Et comme je n'avais pas WhatsApp, j'ai un problème de téléphone, donc je reviens Ah des merde. prénommés. Ah ouais, j'avais envoyé les... Oui, peut-être... Si, t'avais l'invite, ok. Moi, je viens de le voir sur WhatsApp, mais comme Ah mince, ouais, ok, désolé. mon téléphone est cassé, donc Désolé. C'est enregistré dans tous les cas, donc tu pourras revivre ces grands moments de ton côté à ta vitesse. Ok, les accidents biochimiques, donc ça veut dire que c'est les accidents qui sont liés à la chimie du corps. Donc la chimie du corps, bah, c'est généralement en fait les taux d'oxygène et les taux de CO2 qu'on a dans notre corps. Donc, avant qu'on commence à passer sur ce qui peut vraiment nous arriver, l'hypoxie. Donc l'hypoxie, c'est quand alors, la respiration, c'est un mécanisme naturel, vous n'avez pas besoin, c'est autonome, vous n'avez pas besoin, même quand vous dormez, en fait, de vous respirer, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça, ce qui est une bonne chose. Ça marche tout seul pour vous. Et ça se déclenche quand votre niveau de CO2 augmente, mais alors vraiment d'un tout petit gradient, quoi. Vraiment tout petit. Et ce qui fait qu'on respire, en fait, entre guillemets, à haute fréquence. Donc, dès qu'il y a une mini variation de CO2, votre corps déclenche un réflexe inspiratoire, et donc on a de la ventilation qui se fait. Et donc, le CO2, il est issu de la consommation de l'oxygène. L'oxygène passe dans les poumons, passe dans le sang, passe dans les muscles, il est consommé. Le déchet de ça, c'est du CO2. Donc le CO2 monte naturellement dans notre corps quand on consomme de l'oxygène. Donc ça veut dire que quand on est en apnée, on a notre stock d'oxygène qui diminue, et proportionnellement, les deux sont hyper liés. Proportionnellement, le CO2 va augmenter jusqu'à atteindre ce qu'on appelle un point de rupture. Donc quand on respire, le point de rupture, enfin il n'y a pas vraiment de point de rupture, mais on a une espèce de seuil qui nous dit « Ah, il y a du CO2, ventile ». Et quand on est en apnée et qu'on volontairement on retient sa respiration, on va aller pousser le taux de CO2 jusqu'à ce qu'on appelle le point de rupture de l'apnée. Donc c'est généralement un niveau de CO2 dans le corps, dans les alvéoles, au-dessus duquel on ne peut plus résister à la soif de respirer, et on va devoir reprendre sa respiration.
Et donc ça, évidemment, avec l'entraînement, de la préparation physique, etc., on peut venir bouger un petit peu cette limite-là, ou la vitesse à laquelle on consomme notre oxygène. Donc, ce graphe-là vous montre en fait la pression partielle de oxygène à l'intérieur de votre corps, mesurée à plein d'endroits différents. Donc, l'unité, c'est des kilopascals, enfin bref, on s'en fout, on va juste prendre des espèces d'unités relatives. Donc, à l'air sec, ça, c'est le niveau d'oxygène qu'il y a dans l'air sec. Déjà, quand il va arriver dans les poumons, on n'est déjà plus qu'à 1/3. La pression partielle d'oxygène a déjà baissé d'1/3. Quand ça va passer dans les veines, enfin dans les artères en l'occurrence, on est encore plus bas, et puis dans les capillaires encore plus bas, et puis quand ça arrive dans les cellules, en fait, on se retrouve avec du sang qui est toujours chargé en oxygène, mais il y a beaucoup moins d'oxygène dans le sang qu'il y en a à l'intérieur de l'air. Donc, en fonction de là où on mesure, tout ça pour vous dire qu'en fonction de là où on mesure, en fait, on va avoir des mesures de pression, d'oxygène différentes et qui vont diminuer à chaque fois qu'on va passer une nouvelle barrière. Généralement, les capteurs qu'on a, ils sont à ce niveau-là, donc c'est pas nécessairement l'air qu'on a dans les poumons qui compte, c'est l'air qu'on a plutôt dans le corps. On a des capteurs à plein d'endroits et c'est une espèce de moyenne qui est faite. Et on se retrouve avec des niveaux qui font que... Ah oui, ça c'est des kilopascals, ça c'est des millimètres de mercure. Donc on a l'échelle, on a les deux échelles, et on vous dit qu'en gros, dès qu'on passe en dessous d'une certaine limite d'oxygène, donc l'hypoxie, selon comment on la pousse, elle a des pathologies différentes, elle a des résultats différents sur nous. Donc si on va en dessous d'un certain niveau, on a de la perte de mémoire à court terme. Si on continue, on a altération des capacités intellectuelles. On l'a déjà vu quand on essaie de compter les carreaux, quand on descend et ce genre de choses. Ensuite, une fois qu'on a passé ce seuil-là, on se retrouve avec des convulsions, c'est-à-dire qu'on a le système nerveux qui est plus assez alimenté en oxygène, et donc du coup, il y a des signaux qui passent et qui sont perturbés et qui ne sont pas des signaux conscients, donc ce qu'on appelle la perte de contrôle moteur. On va avoir des tremblements, on va en reparler. Et si on passe en dessous de 20, alors c'est des moyennes, évidemment, selon les gens, c'est différent, mais 20 mm de mercure, moins de 20 mm de mercure, le corps, il dit, bah là, c'est bon, stop, quoi, merci, au revoir. Et donc là, on a ce qu'on appelle la syncope hypoxique, donc c'est une perte de connaissance qui est liée à l'hypoxie, donc à un taux d'oxygène dans les capteurs qui est en dessous d'un certain niveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Donc plusieurs états avant d'y arriver à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle d'abord la PCM ou SAMBA, Loss of Motor Control en anglais, perte de contrôle moteur. Donc c'est une hypoxie qui est tellement importante que on n'est pas encore au seuil syncopal, mais le corps peut plus fonctionner à 100% de ses capacités. Et donc, on va avoir des troubles de la mémoire, des troubles du jugement. Ça se traduit par des convulsions incontrôlées et perte temporaire du contrôle moteur, parce que, ce que je disais, il y a des signaux nerveux qui sont plus contrôlés. Il y a des trucs qui sont envoyés, c'est du bruit, quoi. Il manque, il n'y a plus assez d'oxygène dans les tissus des nerfs, et les signaux sont plus bien véhiculés. C'est un réseau où il n'y a plus la bonne bande passante et il n'y a pas tout qui passe. Et on se retrouve avec des mouvements on est conscient, hein. Enfin, on est conscient. On n'est pas inconscient. C'est plutôt comme ça que je veux le dire. Parce que c'est pas, enfin, comme il y a une perte de la mémoire et tout, on s'en souvient pas malgré tout. Mais on est toujours là, quoi. Il y a toujours de la ventilation qui se fait. Mais par contre, il n'y a plus personne qui peut réagir, quoi. La conduite à tenir, ça, c'est généralement des trucs que vous voyez dans le RIFA. Mais le truc le plus important, c'est maintenir. Alors, généralement, ça se fait à la surface, une samba. C'est généralement sur la reprise ventilatoire que ça nous arrive. Et c'est maintien des voies aériennes hors de l'eau. Donc, on récupère la personne. On ne veut pas qu'elle tombe dans l'eau à ce moment-là parce qu'il n'y a plus de contrôle moteur. Donc, on ne veut pas que la bouche retourne dans l'eau pour pas que la personne aspire de l'eau. Protection contre les chocs, c'est surtout ça le vrai gros problème, en fait. Puisque quand on ne contrôle plus ce qui peut se passer, on peut très bien avoir la tête qui part dans tous les sens et qu'on envoie dans le carrelage. Il n'y a rien à faire d'autre que attendre. Attendre que, comme la personne est en train de ventiler, l'oxygène va se rediffuser, les tissus des nerfs vont se remettre à reprendre une saturation en oxygène convenable, et puis les signaux nerveux vont passer convenablement, et puis la personne va revenir à elle, quoi. Comment est-ce qu'on prévient ça? Bon, voilà, la classique, on ne fait pas d'apnée tout seul, mais ça, c'est la règle pour tout, hein. On s'écoute, pas d'hyperventilation, on va en parler après de l'hyperventilation.
On fait attention à sa ventilation de récupération. Si on vient juste souffler très fort tout son air, le peu d'oxygène qui nous reste, c'est ce qui peut très bien nous faire partir en PCM. On essaie d'avoir une sécu adaptée. On fait attention, statique en profondeur. Enfin bref, les gestes du RIFA. Pour ceux qui n'ont jamais vu une PCM, c'est parti. Hop. Bon, la sécu, elle est un peu moyenne à mon goût. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait une longue apnée statique qu'on va sortir. Vous voyez qu'il respire, il est conscient, et puis là, ça part. Donc il y a quelqu'un qui décide de mettre la main, mais je trouve qu'il avait déjà la tête bien près des carreaux. Et puis là, on le tient. On vient faire en sorte que il ne va pas se cogner plus ou il ne va pas retomber dans l'eau. Ça va durer 5 secondes. Et au bout de 5-10 secondes, on est reparti. Et là, vous voyez, donc là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Un mauvais protocole de sortie. Et puis là, il y a la tête qui se rapproche dangereusement du carrelage. Donc on l'attrape, on tient, on attend. Et comme il y a une perte de mémoire, généralement, on se réveille sans qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu 10 secondes qui ont disparu de notre temporalité. Donc il y a des gens qui vont sortir et qui vont faire un beau signe OK. Et super, j'ai fait une méga perf. Et en fait, non, ils ont des bras, il y a des gens qui les tiennent sous les bras et tout. Donc on se souvient de rien du tout. Hein. Pour nous, il ne s'est rien passé du tout. Et c'est aussi, accessoirement, c'est aussi un problème. Hein. Le fait qu'il ne soit rien passé, c'est que du coup, on n'a pas nécessairement de trauma en fait lié à ça. On appelle ça samba parce que, enfin, je sais pas qui appelait ça samba parce que soi-disant ça ressemble à de la samba, mais je pense qu'ils n'ont jamais vu des gens danser la samba. Ok. Donc ça, c'était le premier niveau. Avec beaucoup d'entraînement, ce niveau-là, on peut venir le dépasser un peu et on peut aller un peu plus loin. Ou alors, si on est toujours dans l'eau à ce moment-là et qu'on continue de faire un effort et qu'on décide de passer outre ces signaux-là, on passe au deuxième stade. Donc, on vient descendre la pression partielle d'oxygène à l'intérieur du corps en dessous d'un certain niveau, tellement bas que le corps prend une décision pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez beau dire non, c'est bon, allez, je vais toucher le mur, je vais toucher le mur, je vais toucher le mur. Le corps, à un moment, il dit non. Et donc là, on a une perte de connaissance, mais c'est pas. La syncope hypoxique est un peu différente de toutes les autres syncopes dans le sens où c'est vraiment un shutdown de. On n'est pas vraiment inconscient, mais comme il y a une perte de mémoire, on ne se souvient pas vraiment de ce qui se passe non plus. Mais on n'est pas dans le même état que quand on fait une vraie syncope qui nécessite l'intervention du SAMU ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on vient préciser syncope hypoxique. C'est vraiment le corps qui fait non, c'est bon, maintenant c'est moi, arrête de déconner, là j'ai besoin de protéger ce qui est important, c'est moi qui prends le contrôle. Et donc, c'est pour ça que je dis transitoire, c'est vraiment genre non, c'est bon, laisse, parce que je vais déclencher des trucs moi-même. Il va y avoir une reprise ventilatoire qui va avoir lieu et ce genre de choses. Et du coup, comme il y a une syncope, en fait, il y a perte de tonus musculaire, on n'est plus en contrôle de ce qui se passe. Il y a une marge de sécurité dans le sens où le corps va couper avant que ça commence à devenir trop compliqué pour préserver du coup le cerveau et les poumons en oxygène. Donc il y a quelques minutes entre le moment où il y aura une syncope et le moment où il va y avoir le réflexe inspiratoire. Parce que malgré tout, même si on coupe tout, le cœur et le cerveau continuent à dépenser de l'oxygène. Et quand l'oxygène passe en dessous d'un certain niveau, enfin quand le CO2 en l'occurrence passe au-dessus d'un certain niveau, puisque c'est ça qui déclenche la respiration, on a une inspiration qui va avoir lieu. Donc une inspiration mécanique et automatique. Et ça, évidemment, en soi, c'est pas très grave, sauf si on a les voies aériennes dans l'eau. Et si on a les voies aériennes dans l'eau à ce moment-là, il n'y a plus le truc qui fait passer l'eau dans l'estomac, pas dans l'estomac. Là, tout est ouvert et le but du jeu, c'est de faire rentrer les choses dans les poumons. Donc, si vous avez de l'eau dans le milieu dans lequel vous allez respirer, l'eau va rentrer directement dans les poumons et c'est la noyade. Et donc, la noyade, c'est pas cool. Hein. Je crois, est-ce que j'ai les slides sur la noyade? Ouais, j'ai des slides sur la noyade. La noyade, il faut pas beaucoup d'eau dans les poumons pour que ça commence à devenir compliqué. Les symptômes, normalement, on connaît, lâcher de bulles, le regard vide, on ne respecte plus les consignes, on se prend le mur dans la gueule parce qu'on est en train de nager par réflexe et on a oublié de faire le demi-tour. La cyanose, donc la cyanose, c'est les lèvres bleues ou les doigts bleus aussi parce que le sang est appauvri en oxygène. Mauvaise reprise ventilatoire, donc il n'y a plus de contrôle conscient.
Et il y a qui ne prévient pas toujours. Je suis pas hyper d'accord avec ça. Il y a des gens qui me disent que vraiment ça leur tombe dessus sur le coin du nez. C'est discutable. Conduite à tenir. Bon, normalement, on a vu ça dans le RIFA. Donc, il y a la prise au fond. Ça dépend de la pratique qu'on est en train de faire. Si on est en train de faire de la verticalité, il y a la prise au fond, on remonte la personne. Si on a la statique, on retourne et on garde les voies arrière hors de l'eau. Si on est en dynamique, on sort la personne. Et puis, le protocole, c'est ce qu'on appelle blow tap talk. Donc, on vient enlever le masque parce que c'est important que la personne ait les voies aériennes dégagées et surtout qu'elle ait la zone ici qui soit exposée à l'air. On a plein de capteurs ici. Et généralement, ces capteurs, quand ils sont exposés à l'air, donnent une information au corps comme quoi on est dans un milieu safe. Il y a une reprise ventilatoire qui peut avoir lieu avant l'inspiration réflexe. Tap talk, donc taper, ça veut dire solliciter un petit peu la personne, et talk, c'est lui parler pour dire que tout va bien, quoi. Essayer de la rassurer, parce que comme je vous disais, le cerveau n'est pas dans un état d'inconscience, il y a toujours une activité cérébrale qui est importante, et le fait d'appeler le prénom de la personne, les sens marchent toujours, et en fait, ça peut venir ressolliciter la personne, et elle peut reprendre contrôle à ce moment-là. Prévention, pareil que sur la PCM, hein, pas d'apnée seule, on écoute son corps, blablabla, quoi. Ouais, Thibaut. Ouais, juste un petit témoignage vite fait, parce que j'ai assisté à beaucoup de syncopes lors d'un championnat à Brest. Où j'étais, Les compétitions, c'est un super endroit pour voir ça. Ouais. c'était la dernière compétition de l'année. Il y a eu genre 30 syncopes sur le week-end. C'était abusé. Est-ce que c'était il y a longtemps? C'était il y a 2 ans. Ouais. 1 an et demi. Est-ce que c'était une manche de Coupe de France ou c'était une petite compète régionale, entre Non, guillemets, non, à la c'était la dernière manche de Coupe de France. Et comme tu le sais peut-être, sur ces compétitions-là, quand tu fais une syncope, tu n'as pas le droit de reparticiper après. Ouais. Et Mais du comme coup, c'est la sur dernière, ils s'en foutaient. Ouais, c'est ça. Sur la dernière, ils se sont tous dit, on va couper. Et ouais, en termes de témoignage, il y a vraiment le fait que ce que m'ont dit les gens, c'est d'un coup, l'apnée devient facile. C'est Mhm. dur, c'est dur, c'est dur. Et puis d'un coup, en fait, ça va tranquille. Et du point de vue des apnéistes de sécurité, pour ceux qui font de la dynamique, d'un coup, les gens commencent à dévier un petit peu. Et ils Ouais. perdent un peu on va dire, en raideur, en rigidité, quoi. Ouais. Voilà. J'ai amené une petite vidéo. Allez. Compétition en dynamique. Une dernière petite brasse. On remonte à la surface. Et là, il y a déjà l'apnéiste de sécurité qui arrive. On a un petit début de samba. Vous voyez que ça ventile pas, la bouche est fermée. On a l'air très, très idiot dans ces moments-là. On voit qu'il y a zéro tonus musculaire, hein, quand il l'envoie sur derrière. Là, elle a le cou qui tombe. Et puis quelqu'un qui a zéro tonus musculaire, c'est lourd dans l'eau. Hop. Et tout est bon. Donc, le temps est long, hein. Quand on a apnée de sécu, qu'on n'est pas très habitué, le temps est long, hein, mais une syncope comme ça, entre guillemets, pas profond, à 1 mètre de profondeur, on est. Et elle sourit parce qu'elle est persuadée qu'elle a fait une super perf. Et c'est carton rouge, malheureusement. Et donc, ouais, ça dure entre 3 et 10 secondes à peu près, une syncope comme ça, quand on n'est pas très profond. Une syncope plus profonde, ça peut durer plutôt entre 10 et 30 secondes. Quand on est sur une syncope profonde, on a ce qu'on appelle un laryngospasme. Donc, c'est-à-dire qu'on a le larynx en fait, qui vient se fermer automatiquement pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de venir enlever ce laryngospasme. C'est un réflexe automatique qui est lié à la profondeur. Et donc, on veut l'enlever. C'est pour ça qu'on vient enlever le masque, souffler sur le visage, tenir la personne, la solliciter, souffler. On veut en fait que ça se réouvre pour que la personne reventile. Donc là, on voit que l'apnéiste de sécu, la deuxième personne, on va la repasser une dernière fois. Donc, dans son témoignage de la vidéo, en fait, elle dit que, bon, déjà, en fait, son mouvement de palmage, il est déjà bien dégueulasse quand on en arrive là. Il y a un petit mouvement de bras un peu dégueu, mais qui sert vraiment à rien. Et on va voir que la personne, la deuxième personne, bon, lui, il fait à peu près du bon boulot, il enlève le masque. Hop, un bras pour protéger la tête et qu'elle ne se prenne pas la pauvre dans les carreaux, qu'elle ne perde pas une dent. On la met un peu en arrière, la position n'est pas terrible, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Et lui, il va venir, hop, taper un petit peu sur sa joue, doucement, souffler en dessous de ses yeux, appeler son prénom, et hop, elle est repartie, tout sourire, tout va bien. Et là encore, le problème, c'est que comme il y a une perte de mémoire, c'est pas hyper traumatisant. Et puis, du point de vue de l'apnéiste, en fait, pendant quelques secondes, tu étais vraiment. Bon, mon expérience à moi, en tout cas, c'est que moi, je sais pas pour ceux qui connaissent Mon Petit Poney,
À un moment, ils font du toboggan sur un arc-en-ciel. C'est exact, ou c'est peut-être les bisounours, mais c'est exactement ça la sensation, quoi. C'est, il fait chaud, il fait beau, tout est facile, il y a des couleurs partout, tout va bien. Mais en fait, on n'est plus là, quoi. Et donc, c'est un peu le piège parce qu'on cède, entre guillemets, on cède un peu à la facilité. L'apnée, elle est dure, 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 dure. Donc, on a une espèce de chemin où tu continues à que ça soit dur, où tu vas faire les bisounours sur l'arc-en-ciel. Et si on cède à la facilité, et puis, pouf, quoi. Après, c'est le toboggan, quoi. Donc, la syncope hypoxique. En soi, c'est pas grave, la syncope. Enfin, c'est pas grave. Faites pas des syncopes à mes séances, mais c'est pas grave à partir du moment où on est en sécurité. Il n'y a pas de séquelles. Enfin, c'est pas prouvé, en tout cas, pour le moment. Sûrement qu'on perd quelques neurones, on va pas se mentir. Mais je pense que déjà, juste en faisant de l'apnée, on perd quelques neurones déjà de base. C'est grave si le réflexe inspiratoire se fait dans l'eau. Donc ça veut dire pas d'apnée tout seul. Le nombre de gens qui sont retrouvés dans leur piscine qui fait 1,20 m de fond, noyés, parce qu'en fait, il y avait personne quand ils ont fait une syncope et ils avaient la tête vers le bas. Et c'était dramatique, quoi. Donc c'est tellement bête. Le cas particulier de l'hyperventilation, j'imagine qu'on a déjà vu ce graphe 10 fois, mais je suis obligé de vous le remontrer. Qu'est-ce qu'on appelle l'hyperventilation? L'hyperventilation, c'est à partir du moment où on va venir contrôler sa ventilation sur plus d'un cycle, dans tous les sens, hein. On augmente la fréquence, on augmente le volume, peu importe. Tout ce qui fait sortir de son rythme respiratoire sur plus d'un cycle respiratoire, c'est de l'hyperventilation. Donc le problème de ça, si on fait juste une dernière grande inspi, c'est un cycle inspiratoire en l'occurrence, donc c'est pas un problème. Mais si avant on vient contrôler son inspiration sur 2, 3, 4 cycles, plus on le contrôle et plus on est en hyperventilation. Qu'est-ce que ça fait l'hyperventilation? L'hyperventilation, ça permet de descendre le niveau naturel de CO2 dans votre corps. Donc ça veut dire que vous partez avec un niveau de CO2 plus bas. Le CO2, c'est ce qui vous donne les alertes, donc c'est ce qui vous donne l'envie de respirer, et c'est ce qui vous donne les alertes qui mènent à votre rupture d'apnée. Donc si on prend une apnée normale dans laquelle on n'a pas ventilé, il y a 2 seuils, donc ça c'est le temps sur cet axe-là, et puis là c'est les pressions partielles. Donc la pression partielle d'oxygène qui descend, et la pression de CO2 qui monte, et la pente est la même puisque les deux sont liés, on consomme de l'oxygène et on génère du CO2. Donc il y a 2 seuils, il y a le seuil en dessous duquel on a une hypoxie, et l'hypoxie provoque soit une samba, soit une syncope, donc on a ce seuil-là, on va dire qu'il est à ce niveau-là, et on a le seuil de rupture d'apnée qui est ici, qui fait que quand on a tellement de CO2 dans le corps, en fait on a tellement soif de respirer qu'on ne peut pas faire plus. Donc notre corps il est quand même assez bien fait parce que le seuil de rupture d'apnée, il est plus proche du niveau initial de CO2 que le niveau d'O2 et le seuil de syncope. Ce qui fait que on fait pas des syncopes à chaque fois qu'on a une séance. Ce qui est chouette, hein. Enfin, ce qui est chouette pour moi en tout cas. Donc, si on n'hyperventile pas, le seuil de rupture d'apnée dans le temps, l'axe là c'est le temps, le seuil de rupture il arrive avant qu'on soit en danger en termes d'hypoxie. Et donc, là on a tellement mal qu'on va sortir de l'eau, et on va sortir de l'eau avant que notre niveau d'oxygène soit passé en dessous d'un certain niveau qui fait qu'on coupe le moteur. Si on a hyperventilé, on va partir avec un taux de CO2 qui est plus bas. La pente est la même. Il va monter de la même manière le CO2 puisqu'il est lié à l'O2. Par contre, on voit qu'en temporalité, comme on part de plus bas et que la pente est la même, on va arriver plus loin en termes de temps au niveau où on a soif de respirer. Ce qui fait que là, on voit que les alertes, elles viennent après que le seuil hypoxique soit atteint. Et donc là, on a une syncope avant d'avoir la soif et l'envie de respirer. Donc ça, c'est problématique parce que pour le coup, ça veut dire que ça prévient vraiment pas. On va bien tout le temps, on va jamais mal. Et puis à un moment, pouf, il n'y a plus rien. On est OK avec ça? Super. Le cas particulier de la profondeur. Donc ça, c'est en piscine. Ou pas profond, on va dire. Ou en statique à la surface. Le problème, en fait, c'est que, comme je vous disais, les capteurs, ils captent une pression partielle d'oxygène ou de CO2 dans le corps. Et la pression partielle, on a vu, loi de Henry, c'est que quand on s'expose à la pression, le volume des gaz, la pression partielle est proportionnelle au volume des gaz. Donc ça veut dire que quand on va descendre, donc ça c'est une apnée à la surface, donc c'est les mêmes courbes qu'on a vues tout à l'heure, on a l'oxygène qui descend, le CO2 qui monte.
Voilà, les pentes ne sont pas tout à fait les mêmes parce que le CO2, il est pas exactement avec la même diffusion que de l'oxygène. Mais bon, bref, peu importe. Il y a une pente. Quand on s'expose du coup à la profondeur, on a par contre les pressions partielles d'oxygène qui vont venir monter dans le corps et monter proportionnellement à la profondeur où on descend. Ce qui veut dire que, admettons, on est à la surface à ce niveau-là, on descend à 10 mètres, on a, alors pas exactement 2 fois ce niveau-là, parce que, pareil, c'est pas entièrement diffusible l'oxygène, mais on voit qu'on a une suroxygénation des tissus. Là, pour le corps, à 10 mètres, il est en train de capter que la pression partielle d'oxygène, elle est folle. Elle est vachement plus haute que la normale, ce qui fait que plus on s'expose à la pression, plus on a une impression, enfin, c'est pas une impression, plus on est suroxygéné, parce que la pression d'oxygène dans les alvéoles et dans les capteurs est beaucoup plus haute que normale, et plus on se sent bien. La question naturelle qui doit venir après, c'est, du coup, si ça le fait pour l'oxygène, ça devrait le faire pour le CO2. Et c'est vrai, parce qu'on voit très bien que le CO2 prend le même gradient, la même pente. On voit qu'on est à 40 ou 38 ici, et on voit qu'on est à 80 en descendant. Sauf que, il y a un truc qui est bien fait, parce que quand on descend à 20 mètres ou à 30 mètres ou à 40 mètres, on ne se sent pas en sursoif d'air. C'est ça que ça voudrait dire, en fait. C'est que la pression partielle de CO2, elle est tellement haute que c'est intolérable de descendre. Sauf que le corps est bien fait, enfin bien fait pour les apnéistes, on va dire. Nos capteurs de CO2, ils ne fonctionnent plus quand on s'expose à la pression. Donc, quand on descend au-dessus d'une certaine profondeur, on va dire au-dessus de 10-15 mètres, en fait, les capteurs de CO2 ne marchent plus du tout. Et ils ne nous indiquent quasiment plus d'informations où on n'a pas de malaise ou pas de soif de respirer. Donc, pour ceux qui font un peu de la profondeur ou qui vont à Civo et ce genre de choses, ça se traduit par on peut aller à 20 mètres, rester au fond et se sentir plutôt très bien, voire même pas sentir de spasme ou quoi que ce soit. Par contre, quand on va remonter, évidemment, en fait, les pressions partielles vont reprendre leur niveau normal, les capteurs de CO2 vont se réveiller et on peut avoir potentiellement en fait, un spasme à la remontée sur les derniers mètres. Ce qui veut aussi dire que si vous avez un spasme à la remontée à 40, vous êtes probablement bien dans le rouge, quoi. S'il y a des signaux de soif de respirer sur de la profondeur, c'est que on est venu tirer sur la machine bien trop fort. Donc c'est ça le truc à retenir, c'est que quand on est au fond, on a de la suroxygénation, donc on a une sensation de bien-être qui est un petit peu faussée, parce qu'accessoirement, les capteurs de CO2 sont aussi dans le rouge. Enfin, sont aussi inhibés, et du coup, ils nous indiquent plus ce qu'ils doivent nous indiquer. Ouais, Léa. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on ressent un véritable spasme en profondeur Moi, je te dirais, de manière générale, ne t'inquiète jamais, sois pas inquiète, mais essaye de savoir ce que ça signifie pour toi, c'est-à-dire remonte, fais une analyse de comment tu te sens, et vois si en fait ce spasme-là, ça traduisait quelque chose où tu étais en détresse. Après, un spasme, on n'est pas tous égaux face à ça non plus. Moi, ils sont très loin, les miens. Par contre, je sais que quand ils arrivent, ça commence à chauffer. Il y a des gens qui ont des spasmes assez rapidement et qui sont accoutumés à ça. Donc, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. C'est remonte, fais ta propre analyse et vois comment tu te sens à la surface. Et te sers pas nécessairement des mêmes ressentis que tu peux avoir en horizontalité qu'en profondeur. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions vis-à-vis de ça? Ouais, Léo. Ouais, et du coup, on va dire, ces marqueurs, ces limites, à quel point est-ce que on peut les repousser loin par l'entraînement? Je sais pas. C'est une bonne question et j'ai pas la réponse de ça. Ouais, tout à fait. Je sais pas. C'est une bonne question. Faut aussi se dire accessoirement qu'il y a une grosse partie de mental aussi dans les spasmes. Ça traduit une soif de respirer, ça peut traduire du CO2, mais un spasme, c'est pas nécessairement que ça. Ça peut être du stress, ça peut être des blocages psy, et le corps en fait t'invite à ventiler parce que tu es dans une situation inhabituelle. Donc c'est dur de dire est-ce que c'était sur un spasme hypercapnique ou est-ce que tu es sur un spasme psycho. Donc à quel point on peut reculer les capteurs? On les recule avec l'entraînement, c'est sûr. À quel point, je sais pas. J'ai pas de. Et je pense que c'est hyper compliqué d'avoir des chiffres là-dessus. Ouais. Mais il est assez manifeste que plus on s'entraîne et plus notre tolérance à l'hypercapnie, à l'hypoxie et l'accoutumance du corps à ça est manifeste, même avec très peu de jours d'entraînement d'affilée.
Donc, j'ai pas l'info, mais c'est sûr que ça arrive. En tout cas, qu'il y a une adaptabilité du corps à ces phénomènes-là. Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, cool. On est clair avec ça. C'était tous les biochimiques. Et donc, on va finir assez rapidement. Ouais, j'avais dit que j'essaierais de faire moins d'1 heure, mais alors pas du tout. On va faire rapidement, du coup, avec les biophysiques, donc tout ce qui est lié au milieu dans lequel on évolue. Un qui, moi, je trouve, on sous-estime beaucoup, c'est l'hypothermie. Donc, on est dans un milieu différent, beaucoup plus dense que l'air, et donc on se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et notre équilibre thermique est différent aussi. C'est-à-dire que quand on est à l'air libre, on pourrait être à poil et jamais sentir le froid s'il fait 27 degrés et qu'il n'y a pas de vent, évidemment. Dans l'eau, il faut plutôt compter 33 degrés où on peut rester en fait en homéostasie. Donc, c'est-à-dire que le corps ne va pas bouger, ne va pas changer de température. Donc, moins de 33 degrés, une exposition prolongée dans de l'eau à moins de 33 degrés sans les moyens pour se protéger adaptés vont mener à une hypothermie à terme. Donc les symptômes, on s'est connu, frisson, augmentation de la fréquence cardiaque, la cyanose, donc les doigts bleus ou les orteils bleus. On a envie de pisser parce que le froid fait que les capillaires vont réduire de diamètre et il va avoir un surplus de liquide parce que les capillaires sont plus petits et qu'il y a moins de sang qui peut passer à l'intérieur. Donc le plasma, la partie aqueuse du plasma va passer dans la vessie et on va avoir envie de pisser tout le temps. Des crampes, etc. etc. Et je dis qu'on sous-estime ça parce que on se dit, ah oui, j'ai froid, ça va, le froid c'est dans la tête. Sauf qu'en fait, le froid en dessous d'un certain niveau, il y a un risque mortel qui est lié à ça. Donc sortir de l'eau, se déshabiller, se couvrir la tête. 70% de la perte de chaleur se produit par la tête, d'où l'importance de la cagoule dans des eaux froides. Parce qu'en fait, pourquoi par la tête? Parce que les vaisseaux qu'on a dans la tête, eux, ils réduisent pas de diamètre. Quand on a froid, les vaisseaux réduisent de diamètre, c'est pour protéger en fait la peau. Donc ils diminuent de diamètre, comme ça ils sont moins proches de la peau qui est la surface en contact avec le froid. Dans la tête, on peut les veines et les artères, enfin les vénules qu'on a à l'intérieur de la tête, elles ne peuvent pas diminuer de diamètre, et donc il n'y a pas de mécanisme comme ça de protection. Donc d'où le fait qu'on perd beaucoup plus de chaleur par la tête. S'hydrater, idéalement avec quelque chose de chaud. Donc comment est-ce qu'on prévient ça? Une combi, idéalement une vraie combi d'apnée, pas des combis avec, enfin ça dépend où on va, mais pas des combis avec des zips, pas des combis en plusieurs morceaux pas collés, enfin des combis, pas des combis de pas d'apnée quoi. Des combis de plongée pour faire de l'apnée, c'est pas adapté. Bien hydraté, bien alimenté, adapter la durée de la séance. Enfin, bref, tout ça, c'est du bon sens. Ne pas prendre le froid à la légère. Et si votre corps passe en dessous de 31 degrés, il y a risque mortel. Ouais, Thibaut. J'avais discuté avec un apnéiste qui plongeait beaucoup en eau froide qui m'avait dit, lui, avec des gants sur la main, Ouais. pour savoir à quel point est-ce que c'est trop froid pour lui, c'est quand ses mains sont trop engourdies pour que son pouce arrive à toucher son petit doigt. Est-ce que T'as tu plus de valides? contrôle. Ouais. Ouais. Quand on est à plus sentir tes doigts, ouais, t'es déjà bien engagé, ouais. Ok. C'est une bonne règle, ouais. Ok, on va finir avec la noyade. Ce qui n'est pas le sujet le plus simple. De toute façon, il n'est pas très sympa ce sujet-là. La noyade, c'est tout simplement quand il y a du liquide qui passe dans les voies aériennes, c'est-à-dire dans les poumons. Et en fait, nos poumons, ils ne sont pas faits pour tolérer du liquide à l'intérieur. Et en fait, le liquide va empêcher les échanges gazeux de se faire. Et donc, en fait, on meurt, entre guillemets, asphyxié, puisqu'il n'y a plus d'échange gazeux possible. Donc, il y a 4 niveaux, en fait, de noyade. On ne va pas aller dans le détail. Généralement, on détaille ça dans le niveau expert. Mais voilà, il y a 2, on a pris la tasse jusqu'à ce que on ne puisse plus respirer et on meurt, quoi. Les causes de ça, alors, la noyade, c'est pas un truc qui nous arrive non plus comme ça, quoi. C'est pas je suis en mer et puis je vais me noyer. C'est qu'on est passé par pas mal de stages avant et la noyade est la finalité d'une mauvaise gestion de la situation. Donc syncope, panique, mauvais lestage, bloqué au fond. Bloqué au fond, c'est-à-dire qu'on va passer par la syncope, puis par la noyade. Essoufflement, manque d'entraînement,
les vagues à la surface et tout ça répété, exposition à l'eau, une mauvaise gestion de sa nage à la surface, ce genre de choses. Et l'eau va commencer par entrer doucement dans les poumons. La conduite à tenir, c'est comme la syncope et tout ça. Et la prévention, s'écouter, respecter ses capacités, s'appuyer sur les bouées quand on est dans une situation un peu difficile, se lester correctement, avoir un couteau qui coupe. C'est con, mais quand on est au fond, pris dans un filet, on est bien content de trouver son couteau. Et appliquer les gestes du RIFA quand il y a une syncope, c'est-à-dire maintenir les voies aériennes hors de l'eau. Avoir un couteau qui coupe, au fait, et ne pas l'attacher sur les bras. Attachez-le sur un mollet ou un truc comme ça, pas sur les bras. Parce que si votre bras il est coincé, si c'est le bras qui n'a pas le couteau dessus qui est coincé, genre si vous avez le couteau ici et que vous coincez l'autre bras dans un filet, et c'est pas nécessairement toujours pratique d'aller attraper son couteau. Ok, les autres tracas, ouais, j'avais dit les lotites. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, rapidement. Ok, otite externe ou otite du plongeur, c'est quand on a la partie externe de l'oreille, donc celle-là, qui vient s'infecter. Et ça s'infecte parce qu'il y a de l'eau qui a stagné à l'intérieur. Et comme l'eau, elle stagne et qu'elle est généralement, vous ne plongez pas dans des eaux cristallines, vous ne plongez pas dans le lac d'Évian. Si vous plongez dans la mer, il y a plein de saloperies dans la mer. Et si ça reste dans votre oreille, l'eau, elle va se réchauffer, elle va se mettre à température ambiante. Et les micro-organismes qui sont à l'intérieur vont se répandre et ça va créer une infection. Donc, généralement, on reconnaît une infection, une otite, avec des douleurs. Alors, pour généralement la différencier du barotrauma, c'est que si on tire sur le lobe de l'oreille, on va sentir en fait que ça brûle et que ça tire. C'est pas habituel. On a aussi un voile, en fait, mais on a aussi un voile avec le barotrauma, mais vraiment le fait de tirer sur le lobe, c'est vraiment le truc où, et ça fait un mal de chien. On sait que ça, c'est l'otite. Et ça peut arriver assez vite, hein, après une sortie mer, 4-5 heures, moi, 4-5 heures après une sortie mer, ça m'est déjà arrivé. À Civaux, c'est les 3 jours après. Hein. Comment? À Civaux, moi, c'est manifesté 2 à 3 jours après. Ouais, mais j'ai pissé à chaque fois dans l'eau aussi. Tu prends des risques. Elle était vraiment pas propre, l'eau. Oui, non, clairement. C'est de quelques heures à quelques jours, ouais, absolument. C'est pas, oui, c'est étonnant. J'étais surpris que ça va être autant de temps. Et puis, du coup, une infection, on ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Merci, monsieur Fleming. C'est tout de suite les antibiotiques. Donc, il faut aller voir un médecin. Ça va commencer par des gouttes. Et si c'est une grosse infection, après, on passe à des traitements antibiotiques un petit peu plus profonds. Comment est-ce qu'on prévient ça? Alors, méthode maintenant complètement validée par moi. Pas de coton-tige. Bon, déjà, pour commencer. Huile d'amande douce à chaque fois qu'on se met à l'eau. Même en piscine, hein, globalement. Se rincer les oreilles après chaque fin de séance de plongée, bien sécher, au moins le temps du bateau et se protéger les oreilles, et alcool dans les oreilles, un petit peu d'alcool dans les oreilles pour aller tuer tout ce qui peut rester. Et l'alcool a la bonne propriété de ne pas enlever, de ne pas tuer la faune de votre oreille qu'il y a dans le cérumen et ce genre de choses. Et encore plus sous les tropiques. Alors, dans les eaux froides, oui, et encore plus sous les tropiques. Sous les tropiques, ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Ok, pour aller plus loin, il y a des petites vidéos que je vous ai mis sur l'œdème, l'otite, les barotraumas, la syncope, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, good. Le dernier cours, ça va être réglementation et mise en place de la sécurité lors des ateliers. C'est dans 2 semaines. Ce cours-là a été enregistré. Je vous fais passer les slides avec le recording dès que c'est prêt. Si c'est bon pour tout le monde, eh ben, on est good. Merci. En vidéo aussi, le prochain cours, c'est ça, Nicolas? Ouais, ce sera tout en vidéo, ouais, absolument. Eh ben, bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Également. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.